Bonjour et bienvenue sur ce live d'ouverture de la Semaine de l'alternance de la cohésion sociale organisée par l'OPCO Uniformation. Le 5 septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel voyait le jour. Annoncée comme une véritable révolution copernicienne par la ministre Muriel Pénicaud, cette réforme a bouleversé le monde de l'alternance. Et c'était d'autant plus vrai dans le secteur de la cohésion sociale, alors peu habitué à utiliser notamment le contrat d'apprentissage. Mais les acteurs se sont adaptés, ils ont évolué et ils ont inclus ce dispositif dans leur politique de recrutement. Alors, 3 ans après, quel bilan peut-on tirer de cette réforme ? Quels sont les défis qui restent encore à mener ? Ce sont ces questions qui seront posées aux invités aujourd'hui. Nous allons avoir, à travers la vision de la présidence et de la direction générale de l'OPCO Uniformation, mais également à travers les témoignages des branches professionnelles et des partenaires de l'OPCO pour le développement de l'alternance, la possibilité d'aborder des sujets tels que l'orientation ou encore l'accompagnement professionnel. Bien évidemment, pendant tout ce temps d'échange, vous pourrez poser directement vos questions en ligne. Les équipes du pôle développement sont déjà connectées et prêtes à vous répondre, et certaines des questions seront posées aux invités sur le plateau. Alors, pour lancer officiellement cette première semaine de l'alternance de la cohésion sociale, je commence par recevoir Madame Catherine Gatti, Monsieur David Cluzot et Monsieur Olivier Philippe. Nous commençons avec Madame Catherine Gatti, présidente d'Uniformation. Madame Gatti, bonjour. Bonjour Mathieu. En tant que présidente, la première prise de parole vous revient et ma question va être toute simple. Pourquoi avoir organisé cette semaine de l'alternance de la cohésion sociale ? Alors, je voudrais juste dire bonjour déjà à tous les participants pour l'intérêt qu'ils portent à cette visio, ce live, pardon. Mais pour répondre à votre question, donc il y a 3 ans et demi, se mettait en place une réforme majeure de la formation professionnelle et de l'apprentissage, conduisant à la disparition des OCA et à la création des opérateurs de compétences, avec de nouvelles règles, de nouvelles organisations, de nouveaux financements et de nouveaux acteurs, et donc de nouvelles articulations entre ces acteurs. Tout cela entraîna de fait de nouveaux rôles pour les branches professionnelles, mais également de nouvelles missions pour les OPCO. Dans ce contexte, il nous a paru important de nous poser pour un point d'étape. Nous souhaitions analyser le chemin parcouru et identifier les perspectives pour l'OPCO sur l'alternance, après une année 2021 particulièrement intense en la matière. Il faut rappeler que dans tous les secteurs d'activité, le nombre de contrats d'apprentissage entre 2019 et 2021 a doublé. Et ceci a été plus particulièrement marqué pour la cohésion sociale, puisque les contrats de recrutement en alternance ont, eux, quintuplé pour cette même période. Ces éléments factuels nous laissent penser que la structuration et les orientations définies par l'OPCO depuis 3 ans sont pertinentes. Ainsi, cette semaine permettra de valoriser notre offre de services globale et la qualité de notre accompagnement auprès des employeurs, des futurs alternants, des branches professionnelles et de nos partenaires. Mais en même temps, cette nouvelle donne nous incite à poursuivre notre mue pour rester au plus près des besoins de nos adhérents. C'est la raison pour laquelle vous seront présentés les résultats de quelques travaux de fond menés ces dernières semaines, notamment l'enquête faite auprès des adhérents non recruteurs d'alternants et le suivi d'une cohorte de sortants de contrats en alternance. Ce projet de l'OPCO a été l'occasion d'une forte mobilisation de toutes les équipes d'Uniformation pour en faire une réussite collective, avec plus de 70 événements organisés au niveau national et sur tout le territoire. Alors, effectivement, vous l'avez dit, cette réforme a amené un nouveau paysage finalement dans le monde de la formation professionnelle et de l'alternance. Vous l'avez mentionné, les OPCA qui sont devenus OPCO. Que pouvez-vous nous dire sur ce repositionnement finalement de l'OPCO Uniformation ?
Hein. Alors cette réforme, elle s'est mise en œuvre par étapes, bien sûr, hein, avec des évolutions chaque année. Les dernières étapes sont pour en janvier 2022 le transfert des opérations de collecte des contributions légales aux URSSAF et l'entrée en application de l'obligation d'être certifié Calliope, pardon, pour obtenir un financement pour les OPCO. Il s'agit bien d'une réforme profonde du système qui a entraîné des évolutions dans les missions de l'OPCO, tant sur le plan technique, avec l'apparition et la disparition de dispositifs, que sur le mode de fonctionnement même de notre organisation, avec l'évolution des règles de financement de la formation professionnelle. Pour rappel, nos grandes missions sont inscrites dans la loi et se déterminent ainsi. Le financement des contrats d'alternance selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles, l'appui technique aux branches en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GEPEC, mais aussi dans la détermination des niveaux de prise en charge et de leur mission de certification. L'accompagnement des entreprises dans la détermination de leurs besoins en formation au regard des mutations du secteur, avec un service renforcé aux petites et très petites entreprises pour favoriser l'accès à la formation de tous les salariés. L'alternance se retrouve dans chacune de ces missions. Cette modalité de formation a pris une ampleur considérable dans nos activités à travers les dispositifs suivants. Le contrat de professionnalisation, historiquement un dispositif bien connu par nos branches professionnelles. Le contrat d'apprentissage, dispositif, lui, très peu utilisé avant la réforme, s'agissant du secteur de la cohésion sociale, relativement peu assujetti à la taxe d'apprentissage. Et la promotion ou reconversion par alternance, Pro-A, qui là est un nouveau dispositif qu'il a fallu appréhender. Et du coup, Madame Gatti, en quelques mots, comment s'est passée cette transition? Vous parlez d'évolution, vous parlez de progression. Comment est-ce que cela a été vécu? Alors, l'évolution, le périmètre d'uniformation étant relativement stable par rapport à l'OPCA précédemment, il a été très facilement possible de s'appuyer très tôt sur les partenaires sociaux de nos 20 branches adhérentes pour imaginer le nouveau positionnement. Les équipes de l'OPCO, quant à elles, se sont vite appropriées ce nouveau cadre. L'année 2019 a servi de transition pour une mise en œuvre dès 2020 de nos nouvelles missions, avec quelques adaptations pour tenir compte, bien entendu, de la crise sanitaire. L'intégralité des salariés a été accompagnée dans cette transition et a pu trouver une place dans la nouvelle structure Uniformation. Plus concrètement, la montée en puissance des équipes a concerné les missions suivantes. Le déploiement rapide d'une nouvelle offre de services, fortement orientée sur l'alternance, à destination de nos adhérents et de nos branches professionnelles dans un premier temps. Mais cette offre s'ouvre maintenant aux bénéficiaires d'un contrat en alternance ou aux personnes en recherche d'un contrat. Elle va vous être présentée par le directeur général dans quelques instants. L'optimisation des financements et cofinancements permettant d'assurer un accompagnement optimal de nos adhérents et de leurs salariés dans leurs projets de formation, dans un cadre financier contraint, cofinancement via la CNSEA, le PIC, France Relance et l'internalisation de missions et autres. Les constructions d'un écosystème pertinent de partenaires au niveau national, mais surtout sur chaque territoire pour faire de l'OPCO un agrégateur de toute une dynamique œuvrant au développement de l'alternance au plus près des besoins des employeurs et des bénéficiaires. Le recul de 3 années depuis la mise en place de cette réforme nous permet de tirer les premiers enseignements intéressants. Force est donc de constater que les résultats sont au rendez-vous avec un intérêt accru pour l'alternance par tous nos adhérents. Parfait. Merci beaucoup, Madame Gatti, pour ce témoignage. Et un point que j'aimerais creuser, du coup, je me tourne vers vous. Monsieur Cluzot, bonjour. Vous êtes vice-président d'Uniformation, la co-uniformation. On le disait, c'est la semaine de l'alternance de la cohésion sociale, donc avec un rôle prépondérant des branches professionnelles. Comment se sont-elles emparées de ces nouveaux sujets, de ces nouveaux enjeux plutôt de la réforme ?
Bonjour Mathieu, puis bonjour à tous ceux qui nous regardent bien évidemment. Alors, d'abord se dire que la question de l'alternance, même s'il a pris une ampleur assez importante au sein d'Uniformation, n'est pas tout à fait nouveau, puisque les branches d'Uniformation ont eu l'habitude pendant de longues années de s'emparer de dispositifs existants, en particulier le contrat de professionnalisation et l'ancêtre de la PROA, tel que l'a cité Catherine Gatti, notre présidente tout de suite, la période de professionnalisation. Donc tout ça, mêlé au fait qu'il y ait des contrats aidés, ça permettait d'avoir en faveur des jeunes, dans le cadre de dispositifs d'alternance, une forme de politique emploi-formation un peu solide. Alors, sans dire qu'on était prêt, parce que c'est quand même un changement de paradigme au niveau de l'OPCO avec la loi qui arrive, le fait que les financements soient libérés de manière extrêmement massive sur la question de l'apprentissage fait qu'il y a eu un nouvel engouement et un nouvel enthousiasme autour de l'apprentissage en particulier, ce qui va d'ailleurs nous permettre de réorienter un petit peu nos stratégies au niveau des branches, d'aller vers certaines cibles comme les jeunes, et puis aussi voir de nouveaux acteurs, et en particulier les CFA qu'on connaissait un peu mais pas obligatoirement complètement, et donc d'optimiser encore nos stratégies emploi-formation. Alors, il a fallu le temps de l'appropriation. Je vous rappelle que c'était un rythme extrêmement rapide, 2018, la loi, on a changé les OPCO, il y a eu aussi un certain nombre de textes d'application qui ont mis du temps à se mettre en œuvre, mais au fur et à mesure, au sein de l'OPCO, je crois qu'il y a 16 branches qui disposent maintenant d'accords spécifiques sur l'alternance, alors plus particulièrement qui vont concerner les adaptations de mise en œuvre du contrat de professionnalisation ou de la PROA. Et vous allez le voir dans la journée, puisque 2 branches vont venir présenter leurs travaux en la matière. Et puis, aujourd'hui, il y a 10 branches au sein de l'OPCO qui disposent d'accords spécifiques sur la PROA, et notamment avec des listes de certification qui ont été repérées, des accords étendus, et qui donc vont pouvoir permettre enfin de mobiliser complètement ce nouveau dispositif. Et plein d'autres choses qui se passent au niveau des branches. Il y a 5 branches qui disposent de fonds conventionnels importants. C'est une des particularités, des caractéristiques d'Uniformation, de disposer de fonds conventionnels au sein des branches, donc, et notamment les 3 premières d'entre elles, qui sont les 3 premières recruteuses, la branche éclat, les métiers de l'éducation, de la culture et de l'animation, et l'ISFA sur les métiers du lien social et familial, l'aide à domicile, qui ont, elles, choisi de cofinancer les prises en charge légales sur les fonds alternance, soit des forfaits complémentaires sur le contrat de professionnalisation, des restes à charge sur la PROA. Et dès que cela sera possible, parce que ce n'est pas le cas actuellement, probablement elles se positionneront pour avoir des cofinancements aussi sur le contrat d'apprentissage. On peut citer d'autres branches qui ont une action volontariste, comme celle de la protection sociale, le régime général de la sécurité sociale, les mutuelles, les institutions de retraite, qui elles se sont aussi engagées dans une démarche très volontariste, parce qu'elles vont assurer la promotion de leur métier, et en plus elles se donnent des objectifs chiffrés du nombre d'alternants qu'elles vont accueillir au sein de leurs entreprises. Il y en a d'autres qui sont assez étonnantes, je pense à Pôle emploi notamment, qui investit le contrat de professionnalisation expérimentale. Ça, c'est un dispositif qui permet de recruter sur certains métiers où il n'existe pas obligatoirement de certification professionnelle qui répondent à un besoin spécifique attendu. C'est quelque chose qu'on ira scruter de près, parce que c'est extrêmement intéressant. Et après, il y a par ailleurs des déploiements au niveau du territoire, puisque les branches au niveau du territoire vont intégrer des dynamiques de partenariat avec les CFA, mais aussi les prescripteurs de l'emploi, tout ça en lien avec l'OPCO, pour avoir des sessions de formation qui vont être au plus près des besoins territoriaux à la maille la plus fine possible. Par exemple, sur ECLA, on va travailler sur les certifications jeunesse et sport, sur ALISFA, sur les formations de la petite enfance, ou encore sur l'aide à domicile. On va favoriser les métiers de l'accompagnement et du soin à domicile, notamment dans le cadre des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, les GEC, et donc arriver à essayer d'articuler au mieux la problématique de l'alternance, la problématique de l'éloignement de l'emploi et la problématique de la pénurie ou du besoin en recrutement des branches. Donc voilà, quelque chose d'extrêmement important, et qui s'est fait relativement vite, à un rythme soutenu, dans un univers qu'on ne connaissait pas obligatoirement, et notamment celui de la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Ça a été un exercice complexe, mais les services de l'OPCO nous ont largement soutenus en la matière. Ce qui a eu comme intérêt, hormis le fait de définir des sommes et des coûts, celui de se dire, mais
qu'est-ce qui est prioritaire dans nos branches en termes de formation, de qualification, quels sont les besoins, et d'avoir des listes finalement de certifications qui croisaient le cœur de métier. Et là, il y a un travail de fond qui a été accompli pendant ces quelques mois. Alors j'entends plein de points positifs, et sans dire que ça semble avoir été facile, il y a quand même eu des freins, des difficultés. Quels ont été les challenges finalement à relever dans cette période ? Non, si je dis que tout a été merveilleux, c'est pas vrai, ça n'a pas été simple. D'abord, il y a eu le rythme qui a été extrêmement élevé, avec des textes nombreux qui sont venus au fur et à mesure préciser les règles. Je n'oserais dire que parfois ils étaient en contradiction de leur premier, mais je vais le dire quand même. Donc ça a été complexe. Puis surtout des acteurs qui ne sont plus les mêmes dans un écosystème mouvant. Les OPCO, c'est un nouvel enjeu pour eux. Les régions ont été mis un petit peu de côté sur cette question-là. Donc il y a eu la question de la gestion des contrats, de la reprise de gestion des contrats, de la mise en œuvre de nouvelles procédures, de l'articulation entre les divers systèmes d'information, les nouveaux modes de calcul des aides, notamment l'aide handicap par exemple, etc. La liste est très longue, mais bon, allez. Globalement, on est à 3 ans de la réforme, un peu plus de 3 ans de la réforme. Maintenant, on arrive sur un rythme de croisière. Ça va mieux, il y a encore des points d'amélioration, mais clairement, les efforts conjugués à la fois des OPCO et des CFA en particulier, parce que c'est là que ça a parfois le plus coincé, font que les choses maintenant se passent plutôt bien. Après, il y a d'autres sujets qui sont aussi assez complexes. Alors, parce que le fait d'avoir des fonds extrêmement importants pour l'alternance d'une manière générale a une contrepartie. C'est des règles strictes de gestion pour pouvoir accéder à la péréquation. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la péréquation, c'est ce qui permet de financer quasiment tous les contrats d'apprentissage notamment, mais aussi de professionnalisation, ou la proa d'ailleurs dans le périmètre de l'OPCO. Et là, il y a une finesse de seuil à trouver pour... comment je vais le dire et l'expliquer simplement, pour qu'on continue à bénéficier de l'ensemble de ces fonds. Donc parfois, il y a des critères qu'on met en place pour l'accès à la formation tutorale, pour l'accès à l'allocation d'aide aux maîtres d'apprentissage, etc., qui peuvent être frustrants, mais qui sont absolument nécessaires à mettre en œuvre si on veut garder notre capacité à continuer à développer l'apprentissage et à financer tous les besoins que nous avons en matière d'apprentissage. Puis il reste encore des choses qu'il va falloir travailler. La question, par exemple, du bénévole maître d'apprentissage, ce qui est central au sein de l'OPCO de la cohésion sociale, puisque l'essentiel de nos acteurs, pas tous, mais l'essentiel sont des acteurs associatifs, parfois de toutes petites associations. Et la question de la capacité pour un bénévole de pouvoir être tuteur ou maître d'apprenti, évidemment, va se poser extrêmement rapidement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on engage aussi cette démarche, en dehors de faire de la formation, de stimuler, de susciter de l'enthousiasme autour de l'alternance, c'est nous de pouvoir nous positionner et de faire un appel finalement au gouvernement en disant c'est bien, mais il y a encore des marges de progrès. Et on fera un manifeste. Tout à fait. Alors, pour faire écho à ce que disait Madame Gatti, cette réforme a aussi amené des enjeux pour les partenaires sociaux, pour les services techniques aussi de l'OPCO. S'il fallait retenir une perspective importante, selon vous, ce serait laquelle ? S'il y a une perspective importante à retenir, c'est de savoir est-ce que nous aurons encore les conditions qui vont nous permettre de continuer à développer l'apprentissage. Pour le dire très clairement, on peut supposer qu'une des raisons du succès de l'apprentissage, c'est les forts taux d'aide qui ont été délivrés par l'État ces 2 dernières années, ces aides dites exceptionnelles. Ça va être nécessairement déterminant. C'est déterminant pour l'économie des structures, c'est déterminant pour le succès de l'apprentissage, mais c'est aussi finalement déterminant pour l'engagement que nous avons à ce qu'on puisse continuer à recruter, et notamment des centaines de milliers, voire plus, d'hommes et de femmes qui vont s'engager dans la cohésion sociale. C'est aussi déterminant dans les logiques d'insertion et de progression dans l'emploi des personnes qui œuvrent dans nos secteurs, et qui sont parfois assez éloignés des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir entrer dans ces secteurs. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a sans doute plein d'autres points qu'il faudra encore résoudre. Il y en a un, par exemple, qui est celui de la promotion et de la reconversion par l'alternance, qui est l'héritière de la période de professionnalisation. La période de professionnalisation était très utilisée au sein de l'OPCO. La problématique de la proie, d'abord, il a fallu la mettre en œuvre, on y est arrivé, mais maintenant, ça va être son financement. Or, le financement est extrêmement limité par rapport à l'ambition que nous mettons derrière la proie. Et puis, on a un autre enjeu. Si on veut continuer à avoir un succès sur l'apprentissage, il va falloir aller toucher les jeunes. Voilà, on a mis un
un certain nombre de partenariats en place. Ça va être évoqué. Olivier Philippe, notre directeur général, va nous en parler. Mais ça fait partie aussi des sujets d'avenir, aller sourcer les jeunes et aller repérer les entreprises qui veulent bien accueillir des apprentis. Vous voyez, on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail et du coup je me tourne vers vous, Monsieur Philippe, bonjour. Vous êtes directeur général de l'OPCO Uniformation et pour poursuivre finalement cet échange, ce dynamisme des branches de la cohésion sociale, l'OPCO a dû s'appuyer sur une offre de service. Est-ce que vous pouvez nous en parler en 2 mots? Alors en 2 mots, ça risque d'être un peu court, mais si vous m'accordez un peu plus, bien volontiers. Bien sûr. Mais écoutez, cette offre de service, on l'a montée un petit peu en prenant l'exemple historique qu'on a eu sur le CPF. Le CPF, on est parti de rien, on est arrivé à quelque chose qui avait quand même, jusqu'à ce qu'on nous retire ce dispositif-là, plutôt pas mal de consistance. Donc, même processus, c'est-à-dire, comme l'évoquait tout à l'heure Catherine Gatti, d'abord une phase d'acclimatation des équipes, puisque c'était des sujets qui n'étaient pas, je dirais, quotidiens chez nous. Une mobilisation globale. Aujourd'hui, tous les collaborateurs d'Uniformation, jour après jour, parlent d'alternance. Donc, à partir de cette mobilisation, de cette imprégnation des différents sujets, on est arrivé à construire, brique après brique, quelque chose qui permet véritablement d'accompagner les entreprises dans cette phase de recrutement d'alternants. Alors, le but, ce n'est pas de détailler l'ensemble des briques, sinon nous serions là encore, je pense, jusqu'à 21h. Mais je voudrais mettre quelques points quelques focales sur quelques-uns d'entre eux. Alors, nous avons parmi nos offres de services 2 éléments digitaux. Ça fait moderne, ça fait bien. L'un qui s'appelle Alternance Connect, qui correspond finalement à une cartographie de l'offre de formation, mais adaptée à nos secteurs professionnels, avec une entrée métiers et compétences. Le deuxième, c'est notre fameux simulateur de coûts. Alors pourquoi je dis fameux simulateur de coûts? C'est que même si vous savez qu'Uniformation n'est pas le plus grand des OPCO, on a quand même des équipes de recherche, de développement qui font bien les choses. Et ce petit outil qui permet à tous les employeurs de voir quel sera le coût, soit d'un contrat d'apprentissage, soit d'un contrat de professionnalisation, et bien désormais, il va être adopté par 6 de nos confrères, ce qui montre que lorsque la chose est pertinente, les OPCO savent et veulent travailler ensemble. Mais alors, le digital, ça ne fait pas tout. Donc nous avons aussi, comme brique de service, ce qu'on appelle les vendredis de l'alternance. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette offre un peu marketée? C'est la possibilité pour un employeur d'avoir un rendez-vous, alors par téléphone, par visio, avec un conseiller emploi-formation de son territoire qui va l'accompagner sur la prise en main de toutes les subtilités que David évoquait tout à l'heure, de l'apprentissage. Alors, moins visible, mais tout aussi pertinent, tout aussi efficace, un travail de fond, mais je dirais aussi de fourmi, de toutes nos délégations régionales pour chercher à mailler l'ensemble des acteurs, CFA, adhérents, acteurs de l'emploi, institutionnels, pour créer, je dirais, un écosystème qui soit favorable au développement de l'apprentissage, de l'alternance dans notre champ d'activité. Bon, devinez bien que je pourrais vous en dire bien plus, mais parfois les images, ça a du sens, et donc je vous propose de diffuser une petite visio qui va présenter de façon plus transversale ce qu'on peut appeler le parcours de recrutement en alternance chez Uniformation. Parfait, la vidéo tout de suite. Difficile de trouver un alternant qui correspond à votre besoin? Bienvenue chez Uniformation, l'OPCO qui vous aide à trouver votre futur recrue et simuler en quelques clics son coût pour votre entreprise. Chez nous, tout a été pensé pour vous offrir un maximum de visibilité. Identification des filières de formation et des établissements, localisation et profil,
Informations sur les aides de l'État. Critères d'éligibilité. Précisez vos souhaits et laissez-vous guider. Uniformation vous accompagne durant toutes les étapes de recrutement avec des services en ligne personnalisés et une équipe régionale pour vous assister. Partout en France, vous pouvez nous rencontrer. Recruter en alternance, c'est possible pour moins de 500 € par mois avec les différentes aides financières. Vous aussi, comme 87% de nos adhérents satisfaits, recrutez vos alternants avec agilité. Uniformation. Parfait, ça a été précisé par la présidence. Il y a encore quelques zones d'incertitude, quelques enjeux encore à relever. Du coup, on se doute que cette offre de service va devoir évoluer. Sur quoi allez-vous vous appuyer pour la faire évoluer? Alors, on va s'appuyer sur deux choses. D'abord, sur ce qui s'est fait, sur les premiers résultats tangibles, avec donc des avancées assez remarquables sur l'ensemble des dispositifs. Sur le contrat de pro, certes, comme partout ailleurs, on a eu un petit trou d'air, je vais dire ça pudiquement en 2020, mais beaucoup moins fort que sur d'autres périmètres, puisque nos instances ont modifié des critères de prise en charge de façon à soutenir véritablement les employeurs dans cette démarche-là. Donc on est revenu, grosso modo, désormais, à l'étiage qu'on avait eu lors des années 2018 et 2019. Donc plutôt une stabilité, une très grande force de résilience sur cette partie contrat de professionnalisation. Contrat de l'alternance, je crois que Catherine nous l'a dit tout à l'heure, les chiffres explosent, avec avoir en tête une progression qui est assez équilibrée entre les niveaux inférieurs et supérieurs. Parce que vous savez que c'est un des sujets qui peut exister sur la place publique, sur la prééminence désormais de la partie supérieure. Ce n'est pas le cas chez nous, c'est équilibré, nous marchons sur ces deux pieds. Et puis, sur l'accord sur la PROA, David le disait, 10 accords qui ont été lents à pouvoir être mobilisés par les employeurs. C'est une logique différente, il faut prendre le temps de la faire comprendre aux employeurs. On a dépassé en 2021 nos objectifs. Ça démarre bien sur cette année. On va laisser le temps un peu sur ce dispositif pour que tout le monde s'en saisisse. Donc, réalisation. Et puis aussi, à partir de ces premiers éléments, on a fait un certain nombre de travaux. Alors, les résultats de ces travaux feront l'objet d'une publication ultérieurement, mais quelques éléments forts. D'abord, un travail de suivi de cohorte qui montre des choses assez intéressantes, notamment que 92% de nos alternants obtiennent in fine la certification qu'ils souhaitent obtenir. Avec, et c'est, me semble-t-il, très intéressant aussi, simplement un taux de rupture de 4%. C'est 3 fois inférieur à ce qui peut exister sur d'autres champs professionnels. Donc, c'est aussi à garder à l'esprit. Et puis, parce que c'est souvent à cette aune que la puissance publique regarde l'efficacité des contrats, avoir en tête qu'à 6 mois, on a 83% de taux d'insertion. Donc c'est des éléments tangibles sur lesquels on peut s'appuyer. On s'appuie également sur notre fameux baromètre emploi-formation. Alors c'est un outil qui a déjà quelques années chez nous et qu'on a bien sûr acclimaté à l'existence désormais de l'apprentissage. Là aussi, on y apprend que 87% des entreprises qui se sont impliquées dans ces démarches d'alternance y trouvent parfaitement satisfaction. Et plus encore, ce qui peut étonner par rapport à l'air ambiant qu'il peut y avoir, c'est que 50% d'entre eux n'ont pas identifié de problème majeur dans leur démarche. Alors on me dirait, oui, c'est la bouteille vide, pleine. Les 50%, que faire? Bien sûr, on va continuer à les accompagner pour qu'ils se saisissent pleinement de ce dispositif. Et puis, là, on parle des entreprises qui sont parties.
Et puis, alors, on s'est posé la question, mais les autres, les non-recruteurs, pourquoi n'y vont-ils pas? Donc on a lancé une étude sur ce sujet-là, dont on va bien sûr tirer toutes les conséquences, notamment au sein de nos délégations régionales, qui vont aller interroger ces entreprises, peut-être mieux leur expliquer justement tout ce qu'on peut leur apporter. Il y a de la pédagogie certainement qui est nécessaire pour que les choses progressent et pour qu'on, par rétroaction, que notre offre de service puisse être encore améliorée. Parfait, on voit donc finalement que cette semaine de l'alternance, c'est un peu une mesure du chemin qui a été parcouru. Est-ce qu'on peut finalement parler à la fois d'une évaluation et de pistes d'évolution? Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau même positionnement de l'OPCO sur ces sujets-là? Alors, ce qui est sûr, c'est que tout n'est pas fait, comme vous le dites, il y a encore pas mal de chemin à faire pour arriver à une offre parfaite, tant est qu'on puisse arriver à la perfection de la matière. Mais ce qu'on va bien sûr chercher, c'est à renforcer donc, le rôle d'accompagnement d'uniformation auprès des structures, mais aussi auprès des branches professionnelles dans l'accompagnement qu'on peut leur donner sur la structuration et le renforcement de leur politique. Là, il va y avoir un atelier, vous savez, sur l'adéquation en termes de contenu, puis en termes d'offres, de la formation qui est sur les territoires, avec les besoins de compétences et de recrutement du champ professionnel. Et c'est un des exemples. Après, il y a bien sûr des nouveaux partenariats qui viseront à aborder, je dirais, un nouveau public, ou plutôt un nouvel interlocuteur pour l'OPCO, qui était souvent tourné, bien sûr, vers les branches et les entreprises. Là, il va falloir qu'on se tourne vers les alternants. Donc, probablement un langage nouveau, éloigné des stéréotypes riches en acronymes de la formation professionnelle. Bien sûr, travailler sur la promotion des métiers et puis plus généralement de nos secteurs pour en renforcer l'attractivité, pour adresser les sujets d'orientation qui s'inscrivent en plus au cœur des propositions des différents candidats à l'élection présidentielle. Vous n'êtes pas... Tout le monde a remarqué ce sujet-là. Et puis des problèmes de sourcing. Et puis, je terminerai en disant que l'alternance est aussi le moyen pour Uniformation de s'inscrire dans les priorités de l'État. Je pense notamment à tout le dispositif France Relance, avec les proies relance, autour des grandes priorités que sont les métiers du soin, la transition écologique, et puis tout ce qui est égalité territoriale. Donc, on a de quoi alimenter nos réflexions. Il faut que l'on aboutisse à quelque chose de nouveau. L'uniformation s'améliore, se dessine jour après jour. Ne pas croire que tout est acquis, mais bien se projeter dans un renouvellement permanent de notre offre au plus près de nos entreprises. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on avait prévu un temps de questions-réponses et je vois une première question. Est-ce que l'outil de simulation des coûts est ouvert à tous ou faut-il forcément se connecter? Alors, cet outil, nous avons pris l'option de le rendre grand public. C'est-à-dire, n'importe quel employeur de France ou de Navarre, mais plutôt de France, peut aller regarder ce que cela donne. Alors évidemment, ça sera moins riche pour quelqu'un qui est en dehors de nos secteurs, puisqu'on a pu embarquer des règles qui nous sont propres, mais c'est quelque chose que nous partageons et que nous savons mutualiser au sein de l'ensemble de l'écosystème. Et du coup, une autre question, peut-être pour une question où avez-vous une idée de pourquoi est-ce que le taux de rupture est aussi bas dans les branches professionnelles de la cohésion sociale? Est-ce qu'on a des indicateurs? Est-ce qu'on a des raisons particulières et qui sont... Je suis pas sûr qu'on l'ait analysé. Peut-être deux éléments qu'on peut se donner. Un, on est dans des métiers qui sont porteurs de sens. Donc je pense que quand on vient dans nos métiers, il y a un choix. Donc on n'est pas surpris quand on vient dans l'aide à domicile. Voilà, on vient dans l'aide à domicile pour être dans le care, apporter du soin aux personnes. Donc il y a cette première chose-là. Deuxième chose, je le soulignais, on a quand même des branches, même si elles n'étaient pas très investies dans l'apprentissage, qui ont une longue expérience de la question de l'alternance et donc des parcours d'intégration en fait au sein de leur secteur professionnel.
ça a été reproduit, probablement encore amélioré, donc je peux supposer qu'il y a aussi, cette raison-là. Et troisième raison, hein, c'est que les branches qu'on cite, je citais la DADOM, mais ECLA ou Alisfa recrutent. Donc il y a une promesse d'emploi quand même derrière aussi. Et puis peut-être que l'offre de formation est-elle aussi plus adaptée, moins massive, hein, quand on est sur des périmètres moins importants. C'est sûr que quand les cohortes sont très importantes et que quelque part les recrutements sont plus le fait d'organismes de formation que d'employeurs, il peut y avoir parfois des déceptions et des ruptures qui peuvent se faire. Parfait, merci beaucoup. Merci Madame Gatti en duplex. Vous l'avez dit, les branches professionnelles ont aussi un rôle à jouer. Ça va être l'objet de cette deuxième séquence de ce live d'ouverture où nous allons recevoir des représentants de vos branches professionnelles. Merci. 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 Merci beaucoup. Alors, de retour sur le plateau où effectivement nous allons pouvoir interroger des représentants des branches professionnelles de la cohésion sociale. Et j'ai avec moi Monsieur Barré, directeur délégué de l'UCANS. Bonjour. Bonjour. Et je commencerai par la présidence de la CPNEF des acteurs du lien social et familial avec Madame Duchesne. Vous êtes présidente représentante du syndicat employeur Elisfa. Bonjour. Bonjour. Et alors, Madame Beck, vice-présidente de FNASFO, représentante du collège salarié, qui s'excuse, qui ne sera pas là du coup pour raison de santé. Madame Duchesne, du coup, la première question pour vous. Je crois savoir, arrêtez-moi si je me trompe, que vous n'avez pas attendu finalement la réforme pour être dynamique en matière d'apprentissage dans votre branche professionnelle. Eh bien, écoutez, vous avez raison, puisque dans la branche Alisfa, donc la branche Alisfa, juste pour vous dire, pour comprendre mes propos, c'est une branche qui regroupe les centres sociaux, les crèches et les associations de développement local. Nous sommes des structures de moins de 11 ETP pour 70% et surtout des femmes, 86% de femmes, et des structures qui utilisent beaucoup les fonds de la formation, 65% utilisent les fonds de la formation chaque année. Nous avons eu historiquement une envie de se pencher sur l'apprentissage et de développer l'apprentissage. Donc voilà, ce n'est pas une habitude. Les structures avaient plutôt l'habitude, notamment les centres sociaux, d'être sur ce qu'on appelait avant la période de professionnalisation, qui permettait de faire partir des salariés qui étaient déjà des salariés donc en emploi sur des formations professionnalisantes. L'apprentissage était utilisé dans les structures petite enfance plutôt sur une entrée de parcours qui était le CAP petite enfance, historiquement. C'était le seul qui était financé. Nous avons donc décidé, avec notre partenaire Uniformation, de mettre en place d'abord une étude, il y a déjà de ça une décennie, pour voir s'il était opportun de développer l'apprentissage. Ce n'était pas une évidence dans des petites structures, sur des diplômes qui pouvaient être, sur des parcours de formation qui pouvaient être longs, par exemple le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, 3 ans d'études. Fallait-il se lancer dans l'apprentissage sur ce diplôme? C'était une des questions. Le résultat de l'étude nous a dit OK, allez-y, on y va sur l'apprentissage, sur le contrat de professionnalisation, mais sans, je dirais, abandonner l'effort qui avait été fait historiquement sur la période de professionnalisation. Donc, fort de ce constat et de cette étude, nous avons décidé, sur nos fonds conventionnels, d'une manière volontaire et à titre expérimental, de financer 3 promotions. Donc, en apprentissage, sur un diplôme d'éducateur de jeunes enfants, qui il y a 10 ans était déjà un diplôme qui était un peu en tension dans nos structures. Donc nous avons financé le coût pédagogique à 100%, mais aussi la formation des maîtres d'apprentissage, car nous savions que le succès des uns n'irait pas sans un effort, je dirais, de soutien des autres, c'est-à-dire des maîtres d'apprentissage. Donc en clair, 3 années, nous sommes dans les années 2012-2015, 3 promotions avec des CFA partenaires des métiers du médico-social, donc des CFA avec qui on a développé depuis ces années-là des partenariats, et 3 régions, Paris, Marseille et Montpellier, et une trentaine d'apprentis, 22 ont obtenu leur diplôme à cette époque-là. Qu'est-ce que ça nous a appris? Au-delà, là on est dans les chiffres, que accueillir un apprenti pour une équipe, c'est rentrer dans une dynamique de réflexion, c'est décortiquer
et expliquer ces pratiques à quelqu'un qui vient nous titiller, nous interroger. Il nous semble que c'est important. Nous avions aussi des craintes à cette époque-là de bien vérifier qu'on pouvait faire de l'apprentissage sur une durée qui était des formations longues, comme par exemple le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Eh bien oui, ça, on l'a vu, c'est possible. On a aussi pu, je dirais, valider le fait qu'il fallait du temps nécessaire pour accompagner les apprentis, et donc il fallait conforter la fonction de maître d'apprentissage. Je crois que c'est un des grands enseignements de cette expérimentation. Et puis aussi, cette expérimentation, comme je l'ai dit, nous a permis, avec notre partenaire Uniformation, de se rapprocher de CFA, qui sont devenus des partenaires. Fort de cette expérience et de ce succès, entre 2015 et 2019, nous avons donc décidé de prolonger ce partenariat, et nous avons donc développé un partenariat, donc une espèce de convention tripartite entre Uniformation, des structures qui étaient partenaires et qui avaient envie de se lancer dans l'apprentissage, et 15 CFA. Et pendant ces 5 années, nous avons cofinancé sur les fonds de la professionnalisation des promotions sur 2 diplômes qui intéressaient la branche, le diplôme d'auxiliaire de puériculture et le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Et nous avons donc sur 5 années financé en gros un petit peu moins de 500 apprentis sur ces 2 diplômes-là. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que quand la réforme est arrivée, nous étions presque prêts. Mais oui, finalement, c'était un terreau favorable. Tout à fait. Ouais. Un terreau favorable à l'accueil de cette réforme. Est-ce qu'elle a quand même eu des impacts, finalement, cette réforme, sur votre stratégie de développement ? Oui, des impacts, il y en a eu. Donc c'est clair que nous avons donc renégocié un accord formation, évidemment, comme toutes les branches suite à la réforme, en mettant vraiment un point important sur l'alternance. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous avions besoin soit d'intégrer de nouveaux salariés donc via des contrats en alternance, en les formant, donc sur des métiers qui étaient évidemment déjà un peu en tension, mais aussi de continuer à favoriser le parcours professionnalisant des salariés qui étaient déjà en poste dans les structures. Donc voilà. Donc ce que nous avons fait, nous avons donc renégocié un accord de branche qui a été signé en juillet 2020, étendu donc l'année d'après, et surtout d'une manière, je dirais, assez pragmatique. Nous nous sommes dépêchés au niveau des partenaires sociaux de signer un accord, rapidement un accord Pro-A, pour ne pas qu'il y ait de rupture dans les prises en charge entre, historiquement, la période de Pro qui existait et ce nouveau dispositif qui était la Pro-A. Alors, qu'y a-t-il dans cet accord formation au niveau de l'alternance ? On a voulu soutenir tout l'écosystème autour de l'alternance. Le DG d'Uniformation et le président l'ont dit, aujourd'hui il y a plutôt un succès au niveau de l'alternance, mais ce succès, il est là parce que nous souhaitons soutenir non seulement les salariés qui partent en formation ou qui sont intégrés via l'alternance, mais aussi les salariés qui vont s'occuper de ces salariés, ce sont les tuteurs et les maîtres d'apprentissage, et enfin les employeurs, pour qu'il n'y ait pas trop financièrement de coûts sur ces dispositifs-là. Notre accord, qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit des dispositions plus avantageuses que la loi en termes de rémunération des salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de pro. Il prévoit un temps dédié qui est octroyé aux tuteurs et aux maîtres d'apprentissage pour qu'ils permettent un accompagnement de qualité auprès des apprentis et des salariés en alternance. Il permet aussi la reconnaissance de ce travail via une prime qui est versée mensuellement aux tuteurs et aux maîtres d'apprentissage par personne tutorée. Et enfin, parce que ça nous l'avions appris, je dirais, dans nos expérimentations, une formation obligatoire pour les tuteurs n'ayant jamais exercé cette fonction d'encadrement. Donc vous le voyez, je dirais un focus important mis en place dans l'accord formation, mais aussi dans l'accord Pro-A, un focus important sur la fonction tutorale, car il nous semble que le succès, il est parce qu'on arrive à mettre un accompagnement global sur tous les dispositifs en alternance. Et du coup, alors,
très claire, très précise sur cette partie apprentissage. Et vous le disiez, finalement, au niveau de la branche, un peu un schéma identique pour le côté PROA, contrat de professionnalisation. Là encore, la branche ne partait pas de zéro? La branche ne partait certainement pas de zéro, et surtout sur la période de professionnalisation. En effet, donc, les structures, et notamment les centres sociaux de la branche, avaient une grosse habitude de former les animateurs de leur centre via ce qu'on appelait la période de pro. En gros, chaque année, il y avait à peu près 600 salariés qui étaient formés ainsi. Donc c'est pour ça qu'en 2018, quand la réforme est arrivée, nous avons été très attentifs et très inquiets donc, sur la disparition donc, de la période de pro, et nous avons soutenu tous les efforts qu'a fait notre OPCO, donc à l'époque toujours Uniformation, qui a milité pour que ce dispositif perdure. En effet, donc, voyant donc disparition période de pro, l'arrivée de la PROA, nous avons donc été les premiers, comme je vous l'ai dit, on s'est hâté pour signer donc un accord PROA qui a été étendu en novembre 2020 et on a dû attendre l'extension, je crois, un peu plus de 6 mois. Les partenaires sociaux ont été ambitieux sur cet accord, avec plus de 40 certifications qui sont concernées, alors qu'on nous avait quand même dit de faire attention, de mettre un certain nombre, enfin de mettre un petit nombre de certifications cœur de métier sur des certifications bien ciblées. Nous avons souhaité être ambitieux et nous en avons 40 dans notre accord et nous en aurons certainement d'autres puisque cette semaine, normalement, nous signons un deuxième accord sur la PROA. En attendant donc l'extension de cet accord, pour ne pas qu'il y ait de rupture, nous avons mis en place sur nos fonds conventionnels, là encore d'une manière volontaire, des dispositifs relais, donc pour que toutes les formations certifiantes, diplômantes et qualifiantes dans la branche pour des salariés en poste soient pris en charge. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? La PROA, c'est pas aussi bien que la période de pro. Ça, c'est clair, on le dit haut et fort, ça ne couvre qu'une partie de nos besoins, elle est trop restrictive sur les publics, sur une durée de formation qui ne correspond pas forcément à la réalité des formations sur nos métiers en tension, et beaucoup trop complexe dans sa mise en œuvre pour, je vous le rappelle, chez nous, des employeurs qui, pour la majorité, plus de 70%, sont des moins de 11 ETP. Il faut signer un avenant au contrat de travail. Voilà, tout ça, c'est un peu complexe. Alors, pour vous donner juste un exemple, aujourd'hui, on a un de nos métiers qui est très en tension, c'est sur le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Pour aujourd'hui financer sur la PROA le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, on ne peut pas. Parce que le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, c'est une formation de 3 ans. La PROA, c'est 2 ans. Donc, nous avons mis sur nos dispositifs conventionnels la prise en charge pour financer la première année, mais ça veut dire qu'un employeur, il est obligé de faire 2 dossiers de prise en charge, commencer sur des fonds, sur un dispositif, après demander d'autres devis à l'école de travail social pour ensuite se faire financer sur la PROA. Donc tout cela est extrêmement complexe. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait des évolutions pour que la PROA puisse répondre, je dirais, aux métiers en tension aujourd'hui. Et alors justement, par rapport à ces enjeux à venir et pour conserver la dynamique, comment vous allez faire pour maintenir la progression au final sur ces sujets ? Alors, aujourd'hui dans la branche, on a un enjeu, comme dans, je pense, énormément de branches, un enjeu énorme après 2 ans de crise sanitaire sur une situation très tendue sur nos métiers. C'est-à-dire que nous sommes face à une pénurie de professionnels et nous avons énormément de difficultés de recrutement sur essentiellement des métiers en plus qui sont réglementés. Donc ces métiers, quels sont-ils ? Donc ce sont les métiers donc, dans les crèches, donc, c'est-à-dire qui sont liés au diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, mais aussi les métiers les formations qui amènent au métier d'animation dans les centres sociaux, et aussi tout ce qui est le renforcement des compétences transversales du métier de responsable dans nos structures d'une façon transversale sur tous les secteurs de notre branche. Pour cela, nous avons décidé d'amplifier
sur nos fonds conventionnels, hein, donc encore d'une manière volontaire, toutes les formations qui amènent à un diplôme ou une certification ou une qualification. En clair, avec les partenaires sociaux, ce que nous nous disons, nous voulons combler les trous dans la raquette. C'est-à-dire, nous ne voulons pas qu'un employeur puisse nous dire « je ne peux pas envoyer un salarié ou recruter un salarié en alternance parce que je n'en ai pas les moyens ». Donc, sur nos fonds conventionnels, nous allons bien au-delà de la PROA, donc financer toutes les formations certifiantes, 100% du coût pédagogique, une partie du salaire du stagiaire, mais aussi, et en supplément, une partie du salaire du remplaçant, pour qu'il n'y ait aucun salarié qui se dise « je ne peux pas partir car je n'en ai pas les moyens ». Nous finançons aussi 100% des frais annexes, les déplacements, les hébergements, les repas, mais aussi 100% des frais de garde pour tous les salariés qui ont des enfants jusqu'au primaire sur des heures qui sont prises par les formations. Donc, nous avons décidé d'aller très loin et de la même façon, sur tout ce qui est les formations l'apprentissage, justement pas l'apprentissage parce que ce n'est pas possible sur nos fonds conventionnels, mais pour tout ce qui est les contrats de pro et la PROA. Donc, nous avons renforcé donc évidemment tout ce qui est l'accompagnement à la fonction tutorale, mais aussi sur nos fonds conventionnels, le remboursement de la prime qui est donnée donc à chaque tuteur par personne tutorée. Donc, peut-être hors sujet, mais quand même, parce que ça nous semble très important, nous avons aussi décidé de mener une politique dynamique sur la VAE en finançant des parcours renforcés sur des accompagnements individuels et collectifs, parce que la VAE nous semble un moyen aussi d'accéder à des diplômes. Et en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que, et on en a un petit peu parlé donc, au démarrage de ce live, nous nous interrogeons, il faut que nous fassions des bilans. Où sont les apprentis? Sont-ils restés dans nos structures? Ont-ils quitté la branche? Donc ça, c'est important. L'apprentissage aussi, est-il un moyen pour nous de recruter, d'aller vers de la mixité dans nos métiers? Nous aimerions donc évidemment recruter beaucoup plus d'hommes dans nos structures. Nous avons 86% aujourd'hui de femmes. Et puis aussi se dire qu'est-ce qui va se passer une fois à la fin des aides, et notamment sur le contrat de professionnalisation et sur le contrat d'apprentissage, donc les aides donc exceptionnelles de l'État. Est-ce que nous allons garder cette dynamique? Nous l'espérons et en tout cas, nous espérons que nous aurons des bonnes nouvelles sur ces aides. Parfait, merci beaucoup Madame Duchesne. Monsieur Barré, je me tourne vers vous à présent et ma question introductive sera à peu près assez classique. Quelle est la place finalement de la formation professionnelle et de l'alternance au sein de l'UCANS? Bien, tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je salue l'initiative d'Uniformation d'avoir organisé cet événement qui nous permet de partager nos politiques sur l'alternance avec des enjeux qui sont proches. Quand j'écoute les intervenants qui se sont exprimés. Donc l'UCANS, en quelques mots, c'est la Fédération employeur de la sécurité sociale. Donc notre organisme, l'UCANS, gère des missions d'intérêt commun pour les réseaux de sécurité sociale, donc les CAF, les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses retraite, qu'on appelle les CARSAT aujourd'hui, et les URSSAF. Donc c'est un peu plus de 300 organismes qu'on accompagne sur différents champs. Alors les champs sur lesquels nous sommes, il y a les RH évidemment. En matière RH, nous faisons la négociation collective de branche, le dialogue social de branche. Nous sommes impliqués très fortement sur le champ de la RSE, de la diversité. Nous soutenons aussi les fonctions managériales dans les organismes. Et puis nous sommes évidemment l'acteur de branche positionné sur la formation professionnelle, donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc c'est le régime général de sécurité sociale, c'est environ 150 000 salariés pour situer un petit peu les choses que nous accompagnons au quotidien sur tous ces sujets. Très bien. Et du coup, si on veut faire un focus particulier en matière d'apprentissage, comment est-ce que l'institution porte-t-elle la dynamique ? Alors, sur l'apprentissage, ça rentre dans une politique générale de formation sur laquelle on est très, très mobilisé. On consacre 5% de notre masse salariale à la formation. Il y a 70% de nos salariés qui, chaque année, suivent au moins une action de formation. Et nous avons un investissement extrêmement important parce que, comme je pense dans tous les adhérents que vous avez à Uniformation,
les missions et les métiers évoluent énormément. Alors, sur des choses que vous connaissez tous, qui font partie de l'actualité. Par exemple, nous avons recruté il y a peu de temps 10 000 personnes pour faire le contact tracing, c'est-à-dire aller rechercher dans le cadre de la pandémie qui avait été en contact avec qui et pour donner les consignes d'isolement et puis les droits à arrêt maladie, consécutif, etc. Très récemment, il y a eu une réforme aussi des pensions alimentaires où voilà, les caisses d'allocation familiale sont chargées du recouvrement des pensions systématiquement après un jugement de divorce. Donc toutes ces nouvelles missions, ces évolutions de métier, ça s'accompagne par la formation, d'où cet effort massif. Alors il y a le socle, le plan de développement des compétences. On a beaucoup investi aussi sur le CPF, le salarié acteur de son parcours de formation, en mettant en place un abonnement complémentaire aux droits réglementaires du CPF pour les salariés. Et puis, j'en viens à votre question, l'alternance. Donc l'alternance pour nous, il y a un sujet sur lequel nous sommes impliqués depuis longtemps, c'est la professionnalisation, et un sujet sur lequel nous nous investissons en ce moment de plus en plus, qui est l'apprentissage. Sur la professionnalisation, vraiment le contrat de professionnalisation, c'est notre outil majeur d'insertion à la sécurité sociale pour les jeunes professionnels. On a 1000 certifications par an, il y en a 600 qui passent par un contrat de professionnalisation, et c'est sur des métiers que vous pouvez vous imaginer à la sécurité sociale. Le conseiller offre de service qui répond au téléphone, qui répond à vos mails, le gestionnaire qui traite les dossiers un peu plus en back-office. Voilà, sur des métiers comme ça, on recourt beaucoup à la professionnalisation, donc un millier par an de personnes environ. Et sur l'apprentissage, on était un peu plus timide. Il y a quelques années, on avait 150 contrats d'apprentissage sur une année donnée à la sécurité sociale. Et puis, il y a une dynamique qui s'est enclenchée. C'est un sujet qui a été identifié, et je le dis pas tout de suite par la fédération, mais d'abord par les organismes locaux qui ont commencé à nouer des partenariats avec des CFA. Pourquoi c'est parti des organismes locaux? Parce que c'est souvent du terrain que les premiers signaux à traiter apparaissent. Il y a commencé à avoir des difficultés de recrutement sur certains métiers. Donc on s'est dit, la bouteille à la mer qui est l'annonce de recrutement ne suffit plus, il faut aller vers des acteurs qui forment. Donc ça a été les CFA sur certains métiers. Donc ça a été un mouvement spontané comme ça, des organismes de base, CAF, CEPAM, etc. Et puis on s'en est saisi à la fédération il y a quelques temps, justement en allant voir avec les directions d'organismes quels étaient leurs besoins, pourquoi certaines faisaient de l'apprentissage et pas du tout d'autres, alors que c'était la CAF A et la CAF B peut-être avaient une politique complètement différente sur le sujet. Donc pourquoi? Et aujourd'hui, pour vous traduire la dynamique, on a fait en 2 ans plus 100% en fait, de recrutement en contrat d'apprentissage. Donc aujourd'hui, on dépasse les 500 contrats d'apprentissage sur une année, mais on est au début de l'enclenchement d'une mobilisation plus importante. Et du coup, j'entends par là que le prochain objectif, finalement, ça va être de trouver les candidats, de trouver même les bons candidats. Comment la branche se mobilise sur cette capacité de sourcing, finalement? Alors, déjà, depuis quelques mois, donc, on s'est inscrit dans la manifestation nationale Un jeune, une solution. Déjà, c'était le premier acte pour aller vers les jeunes. Je ne suis pas encore sur l'apprentissage, mais on a adhéré à cette démarche. Ensuite, on a eu une deuxième réflexion, c'est sur l'apprentissage en particulier. On s'est dit il faut donner une impulsion nationale dans les réseaux. Il y a les pionniers, comme je disais, qui sont allés vers leur CFA, etc., mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc, on a fait un travail déjà de communication, et qu'on va intensifier là, dans les prochaines semaines, déjà pour toucher les jeunes, leur dire mais la sécurité sociale recrute des apprentis, sur quel métier, et puis on fera témoigner aussi des apprentis qui sont déjà passés chez nous pour dire l'intérêt de venir faire son apprentissage à la sécurité sociale. Donc il y a la communication vis-à-vis de l'externe, des jeunes, vis-à-vis des directions d'organismes, parce qu'il y a ceux qui connaissent l'apprentissage et qui le mobilisent, et il y a ceux qui aimeraient peut-être y rentrer mais qui ont besoin d'être accompagnés. Donc ça c'est le premier sujet, la communication à l'extérieur et puis dans nos réseaux, l'accompagnement. Les organismes de sécurité sociale ont des tailles très différentes, des équipes RH très différentes. On sent qu'il y a un besoin d'accompagner les équipes RH qui veulent se lancer dans l'apprentissage. C'est un petit peu expert quand on n'en a jamais fait. Donc l'accompagnement des organismes, ça sera vraiment un point crucial. Et puis continuer ce travail qu'on a commencé à faire, c'est d'identifier les métiers, les formations pour lesquelles on va pouvoir faire de l'apprentissage dans les prochains mois, les prochaines années. Parfait, excellent. Alors là encore, un point question-réponse, et je crois une question d'une personne en duplex. Du coup, on vous écoute si vous nous entendez. Oui, bonjour, Benjamin Dalguerre, Liaison Sociale Magazine, bonjour à tous. J'aimerais revenir sur le débat d'avant, vous m'en excuserez. Je voulais savoir notamment s'il existe des cursus en alternance qui sont manquants pour les entreprises de l'ESS. Est-ce que ça pourrait expliquer notamment les difficultés à sourcer des alternants ?
Est-ce que du coup l'un de vous a une idée de réponse, a un élément pour pouvoir répondre à Benjamin Dalguer? C'est sur l'apprentissage ou sur l'alternance en partie L'alternance en général. L'alternance en général, Mais ça peut être sur l'apprentissage ou sur le contrat pro, si vous avez des exemples marquants, hein, bien sûr. Aujourd'hui, en tout cas dans la branche des acteurs du lien social et familial, il y a un diplôme qui est en tension, qui est le diplôme d'éducateur de jeunes enfants en cours d'emploi. Sur la PROA, on ne peut pas le financer entièrement, par exemple. C'est typiquement un exemple. Le contrat d'apprentissage, là, on a travaillé sur les coûts contrats, donc on est moins, on détermine des coûts contrats, donc là, il n'y a pas de problème. Mais sur en tout cas la période de pro, pour nous, c'est enfin, la période de pro, la PROA, c'est vraiment un problème. Il y aura peut-être aussi ces éléments de réponse du coup des travaux qui sont menés par Uniformation, notamment sur les non-recruteurs d'alternants. Il y aura peut-être un point d'explication sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Parfait, merci Monsieur Dalguer. Une autre question, je n'en vois pas d'autres pour l'instant, je vérifie quand même pour ne pas faire d'erreur. En tout cas, Madame Duchesne, Monsieur Barré, merci beaucoup. Merci. Vous l'avez dit, les partenaires finalement de développement de l'alternance au plus proche du terrain sont très importants dans cette dynamique et c'est du coup l'objet de cette troisième séquence, les partenaires de développement de l'alternance. Merci encore. Merci. Et nous voilà de retour donc avec les partenaires du développement de l'alternance de l'OPCO Uniformation. J'ai avec moi Madame Frédérique Alexandre Bailly, directrice générale de l'ONICEP. Bonjour. Bonjour. Et je commencerai avec Monsieur Bertrand de Ruineau, directeur du CFA de l'éducation populaire. Bonjour. Bonjour. CFA créé à l'initiative de la Ligue de l'enseignement. Pourquoi avoir créé ce CFA? Pourquoi développer ce CFA? Alors, avant le pourquoi, revenir peut-être pour certains de nos auditeurs sur le qui, puisque ça explique aussi le pourquoi. La Ligue de l'enseignement, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est un mouvement d'éducation populaire qui regroupe aujourd'hui 103 fédérations sur tout le territoire national, à peu près 20 000 associations affiliées au mouvement de la Ligue de l'enseignement, donc sur 4 grands domaines, l'éducation, la culture, le sport et l'animation, et puis également les centres de vacances et de loisirs. Donc un ensemble d'activités à caractère social et formatif. Et donc, lorsque la loi de 2018 a été publiée, le mouvement s'est légitimement interrogé sur ce qu'il pouvait faire en matière d'apprentissage, hein, avec la vocation qui est celui du mouvement de la Ligue de l'éducation. Donc, il y avait cette préoccupation de pouvoir contribuer à l'apprentissage et en même temps de pouvoir répondre à un certain nombre de besoins de la part des fédérations qui gèrent des associations, qui travaillent avec des associations sur les métiers de la cohésion sociale. Et donc c'est à partir de là que le CFA a été créé. Et puis il y avait une raison également qui était que c'était de donner de la cohérence un petit peu à la démarche que j'évoquais juste précédemment, de façon à ce qu'il n'y ait pas une activité d'apprentissage qui soit faite en ordre dispersé, mais qui soit bien coordonnée à l'intérieur d'un CFA. Donc le CFA éducation populaire, c'est ce qu'on appelle un CFA hors mur. Alors c'est un CFA qui est un petit peu particulier puisque c'est pas véritablement un CFA d'entreprise au sens où on l'entend. C'est pas non plus un CFA classique ou historique comme on l'entend également. C'est un petit peu un produit hybride entre guillemets qui est un CFA de ce qu'on appelle un CFA de réseau, hein, et donc dans lequel la vocation c'est de pouvoir intervenir à travers de l'apprentissage sur des formations qui sont destinées à ce réseau associatif dont je viens de parler. Et donc, principalement, aujourd'hui, quand on parle des métiers de la cohésion sociale, ce sont essentiellement, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, sur les métiers liés au sport et à l'animation. C'est principalement, pour l'instant, cette activité-là, avec aujourd'hui à peu près 130 contrats sur ces métiers, donc dans différents départements. Et du coup, pour répondre à ces enjeux et par rapport à votre organisation dont vous parliez, comment est-ce que vous vous voyez travailler avec les branches professionnelles ? Alors, on a déjà des contacts, bien évidemment, avec les branches professionnelles. Beaucoup de choses qui ont été dites durant ces premières interventions vont bien dans le sens de ce à quoi on aspire, puisqu'en fait, nous, il y a 3 choses qui nous paraissent intéressantes à travailler avec les branches professionnelles. Premièrement, c'est les besoins en termes d'emploi. Et j'ai entendu tout à l'heure des projets d'enquête, voire même d'enquête terminée sur lesquels on va avoir des éléments d'appréciation intéressants. Et je pense que ça, pour nous, c'est vraiment une source d'information tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif et sur l'évolution des besoins en termes de compétences à l'intérieur même des métiers.
La deuxième chose qui paraît importante et dont on a déjà discuté avec Exopé notamment, c'est le renforcement de l'accompagnement des apprentis et des maîtres d'apprentissage. Alors quand on parle des maîtres d'apprentissage, on parle bien sûr formation, mais je crois que dans ces métiers, c'est pas simplement la formation qui peut être faite à un instant T, mais c'est tout un travail d'accompagnement, puisque on a un certain nombre de structures où la culture, la volonté y est, ça c'est incontestable, la culture de l'apprentissage y est un petit peu moins. Et donc, les choses ne sont pas forcément toujours très très formalisées. Et comme on a aussi par ailleurs des publics qui peuvent présenter certaines fragilités, hein, donc pas spécifiques d'ailleurs à nos métiers, mais qu'on va retrouver un petit peu partout dans l'apprentissage. Donc là aussi, on a un besoin de pouvoir travailler avec les branches pour renforcer l'accompagnement des apprentis et des maîtres d'apprentissage. Et puis le dernier élément, mais il a été dit également, je pense que même s'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites et qui continuent de se faire, je pense que la sensibilisation des employeurs, en particulier dans le monde associatif et dans le monde des collectivités territoriales, puisque nous sommes aussi partenaires avec des collectivités territoriales sur ces métiers du sport et de l'animation, entre autres, il y a un besoin de continuer à travailler sur la sensibilisation des employeurs pour qui le contrat d'apprentissage n'est pas forcément encore totalement clair dans ses attendus, dans ses contraintes ou dans ses exigences, plutôt que ses contraintes d'ailleurs, donc n'est pas forcément encore clair. Donc voilà, ça c'est un petit peu les trois sujets sur lesquels le travail avec les branches pour nous est particulièrement important. Et du coup, pour répondre à ces besoins à la fois des organisations, mais à la fois sur le thème de l'insertion professionnelle dont vous parliez, est-ce que vous avez déjà pu mesurer l'impact de vos actions, de votre CFA ? Alors pour l'instant c'est un petit peu tôt puisque notre CFA est relativement récent, donc il a été créé en 2019 et le développement de l'activité s'est fait à partir de l'année vraiment 2020, deuxième moitié de l'année 2020. Donc on va commencer à avoir des promotions ou des alternants, des apprentis qui vont commencer à sortir de notre accompagnement. Donc on va avoir là des résultats qui sont significatifs. Mais par ailleurs, on vient de commencer à mettre en place une prépa apprentissage, hein, donc dont l'objectif est bien de travailler cette fois-ci en amont pour consolider le contrat et donc limiter les ruptures et garantir aussi d'une certaine manière une meilleure insertion. Donc sur six départements, on a commencé cette prépa apprentissage avec comme objectif de faire tout un travail préparatoire sur les représentations, c'est assez classique des prépas apprentissage, mais tout un travail sur les représentations des jeunes par rapport aux métiers auxquels ils se destinent, passer de l'envie à quelque chose d'un peu plus construit, et de pouvoir travailler également sur un certain nombre de compétences transverses qui vont être utiles dans les métiers de l'animation, de façon là aussi à garantir une insertion dans des contrats d'apprentissage plus simples et pérennes, de façon à limiter au maximum les ruptures ou alors qu'elles soient liées à des problématiques sociales ou à des problématiques personnelles du jeune, mais qu'elles soient liées aussi peut-être à des problématiques de représentation parfois. Parfait. Parfait, merci beaucoup, Monsieur De Ruino. Pour poursuivre sur cette question des alternants et de leurs attentes, nous avons Aurélien Cadiou en duplex, président de l'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France. Monsieur Cadiou, vous nous entendez ? Oui, très bien. Bonjour Parfait. à toutes et à tous. Merci de vous être rendu disponible. Alors, la proximité de l'ANAF avec les alternants font que je vous pose cette question. Quelles sont leurs attentes ? Quelles sont leurs préoccupations aujourd'hui ? Alors, les apprentis et les futurs apprentis ont un certain nombre de préoccupations, dont leur accompagnement, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est de penser aux futurs apprentis, et notamment au sujet de l'orientation, qui est un sujet qui nous semble, nous, à l'ANAF, primordial pour la suite du parcours d'un apprenti. C'est d'être bien orienté, d'être bien informé sur les métiers qui peuvent exister, d'avoir la bonne représentation des métiers, parce qu'on a aussi des jeunes qui soit méconnaissent les métiers, soit pensent connaître les métiers d'une certaine manière, mais finalement, ce n'est pas vraiment la vraie réalité du métier, et malheureusement, ils peuvent être parfois un peu déçus une fois que le contrat d'apprentissage est signé, une fois qu'ils sont en entreprise, ce qui est un peu tard malheureusement pour découvrir le métier. Et ce qui est extrêmement important, et puisque il y a certainement des branches qui nous écoutent et un certain nombre d'employeurs également, c'est d'avoir des entreprises qui prennent les jeunes en stage et en stage de troisième. C'est extrêmement important. On a un certain nombre d'associations qui travaillent avec les difficultés que les jeunes peuvent avoir, notamment au collège, parce que il faut bien voir que l'alternance, ça pourrait être dès la sortie du collège, et même si c'est pas là où on trouve le plus grand nombre d'apprentis, il y a malgré tout un certain nombre de jeunes qui auraient besoin de pouvoir s'orienter vers l'apprentissage dès la sortie du collège, mais pour ça nécessite
d'avoir la connaissance des métiers, du monde professionnel, pour pouvoir s'orienter sereinement. Et donc le stage de troisième est aussi un moyen, une possibilité pour avoir une bonne connaissance des métiers, du monde professionnel, et donc potentiellement de son orientation ensuite via l'apprentissage. Et du coup, quelles seraient les principales conséquences positives de cet accueil ou de ces actions finalement de promotion de l'alternance et de l'orientation ? Pour nous, l'objectif, ça serait d'avoir des jeunes qui, par une meilleure orientation, n'ont pas de rupture de contrat, c'est-à-dire ne se rendent pas compte au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois que finalement le métier dans lequel ils sont orientés, avec lequel ils ont un contrat d'apprentissage, n'est pas le métier dans lequel ils s'imaginent rester en tout cas un certain nombre d'années, et qui du coup soit sont démotivés, ont une rupture de contrat d'apprentissage, soit à cause d'une démotivation, d'une mésentente avec l'employeur, soit parce qu'ils décident tout bonnement d'arrêter et de couper court à la formation. Et c'est aussi de pouvoir en amont, pour les futurs apprentis, les rassurer sur l'orientation vers un secteur professionnel, et du coup de leur permettre de sauter le pas et de faire de l'apprentissage, parce qu'on a aussi des jeunes qui sont inquiets de se dire mais je ne sais pas si je veux faire tel ou tel métier, je ne sais pas si je veux faire une formation et signer un contrat de travail avec une entreprise dans tel ou tel métier parce que je ne le connais pas assez. Ça leur permettrait peut-être d'être rassurés en l'ayant testé avec des stages ou en ayant une bonne promotion des métiers, de l'avoir testé avant et de s'orienter plus sereinement vers l'apprentissage. Très bien, alors des attentes aux freins, il n'y a finalement qu'un pas. Et quels seraient du coup, si on devait identifier des freins, et peut-être notamment les freins sur lesquels pourraient se pencher l'OPCO Uniformation et les branches professionnelles, ce seraient lesquels ? Tout à fait. Les freins, après, quand on est apprenti, il y a des freins assez importants sur la mobilité des apprentis. C'est effectivement un sujet qui est primordial pour eux. Donc dans la mobilité, on inclut et la partie transport et la partie hébergement. Finalement, les deux sont extrêmement liés. Et là-dessus, l'opérateur de compétences peut avoir des actions sur la mobilité et sur l'hébergement, parce qu'on a des jeunes qui, notamment quand ils sont mineurs, ont des problématiques pour se déplacer, pour avoir le permis de conduire, pour passer le brevet de sécurité routière, pour avoir un scooter, et aussi pour se loger, et notamment là aussi les mineurs qui ne peuvent pas forcément avoir de logement autonome. Donc en fait, on a des apprentis qui ont parfois un rayon de mobilité qui est extrêmement faible et qui les bloque et dans la recherche de CFA et d'autant plus dans la recherche d'entreprise, parce que du coup, ça les restreint à un cercle et à un périmètre géographique qui est extrêmement faible. On sait déjà que c'est, même si l'apprentissage a très fortement augmenté, quelque chose d'assez difficile pour un jeune de trouver une entreprise, surtout quand on sort du collège et qu'on a un CV vide, et donc de travailler sur comment on peut améliorer la mobilité de ces jeunes-là. Ça leur permettrait d'étendre leur rayon d'action et de pouvoir toucher plus de centres de formation et également plus d'entreprises. Super, merci beaucoup Monsieur Cadiou pour cela. Merci à vous. Madame Alexandre Bailly, je me tourne vers vous. On parle d'orientation, on parle de valorisation des métiers, on parle de valorisation de l'alternance. C'est un des rôles fondamentaux finalement de l'ONICEP. Comment est-ce que vous fonctionnez sur ces sujets? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Tout à fait. La première chose, c'est effectivement de contribuer à lutter contre les idées reçues. C'est extrêmement important. Vous avez beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui les accompagnent, qui ont des idées reçues à la fois sur certains métiers et d'autre part sur l'apprentissage. Et donc nous essayons de faire travailler les jeunes sur un certain nombre d'idées reçues à travers de l'information, mais aussi à travers des dispositifs pédagogiques. Donc notamment, il y a 2 idées qui me semblent très importantes. C'est est-ce que justement, comme le disait Aurélien Cadiou, est-ce que si je m'engage dans un contrat d'apprentissage avec une entreprise, ça veut dire que toute ma vie je vais travailler pour cette entreprise-là ou toute ma vie dans ce secteur-là? Donc on est en train de développer un outil qu'on appelle Carto, qui montre que la réalité des parcours est beaucoup plus variée que ce qu'on imagine. Donc avec de la data visualisation, on montre aux jeunes que c'est pas parce qu'ils font un premier choix qu'ils vont faire tous la même chose après ce premier choix. Donc ça aide à combattre l'idée reçue et à ouvrir un petit peu les horizons des jeunes en leur disant là j'ai envie de faire ce truc-là, mais je pourrais en faire plein de choses après. Donc, ça c'est un exemple. L'autre chose qui est importante, c'est que on essaye d'ouvrir les horizons sur des métiers auxquels les jeunes n'ont pas pensé. Parce que quand on parlait du stage de 3e, quand on est en train de réfléchir les prémices de son orientation, vous savez qu'il y a des heures dédiées à l'orientation à partir de la 4e, il y a 36 heures en 3e, on est en train de réfléchir à ce qu'on veut faire et en fait on connaît très très peu de métiers. Donc on a
tout un travail d'information sur les métiers. Et l'importance du fait de s'adresser à la jeunesse, c'est de pouvoir éditorialiser ces informations en fonction de l'âge du jeune. Donc ça, c'est un savoir-faire aussi bien en termes de films, d'images, qu'en termes de documentation pour parler aux jeunes. Mais la véritable action qu'on essaye de développer plus, c'est une action autour du développement de vraies compétences à s'orienter. On appelle ça le savoir-devenir, qui est la quatrième composante de la compétence, hein, après les savoir-faire et les savoir-être. Enseigner aux jeunes progressivement à savoir s'orienter, c'est répondre en partie aux freins qui ont été évoqués tout à l'heure par Aurélien Cadiou. Je vous donne un exemple. Dans notre référentiel des compétences à s'orienter, qui est en train d'être élaboré avec des chercheurs, mais qui va être prêt là à la fin de l'année, il y a tout un travail autour de la capacité à regarder en face quelles sont les choses les plus importantes pour soi, entre le fait de rester chez soi ou le fait d'aller travailler vraiment dans ce secteur-là. Donc, une fois qu'on apprend à repérer quelles sont ses préférences, alors on donne aussi l'information sur quelles sont les conditions de financement de la mobilité. Donc une des choses qui est très importante, c'est qu'il ne suffit pas qu'un OPCO se mobilise pour aider les branches, pour financer un certain nombre de choses. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'informer. Alors c'est un rôle qui est partagé avec les régions, mais plus c'est diffusé, mieux c'est. Et c'est d'être capable de dire aux jeunes, une fois que tu as décidé quelque chose, sache chercher l'information pour savoir financer ce que tu veux faire et qui te tient à cœur. Et ça fait partie des compétences à s'orienter. Donc le fait de travailler sur les compétences, ça permet de montrer aux jeunes que petit à petit, il va réussir à développer toute sa compréhension de ce qu'on appelle l'orientation. Et du coup, j'entends qu'il y a à la fois de l'information finalement descendante, de l'information qu'on transmet aux candidats, mais il faut être aussi en capacité d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, ce que vous nous disiez sur la lutte contre les idées reçues. Il y a une sorte de dialogue du coup, qui doit s'instaurer entre les acteurs et entre les publics que l'on vise. Oui, ce qui est très important, c'est que parfois, on oublie un certain nombre d'acteurs. Et donc, il faut écouter les jeunes, voir un peu de quoi ils ont besoin, quelle image ils ont des différents métiers ou des différentes formes de formation. Et il faut leur apprendre à repérer à quel moment ils sont faits ou pas pour l'alternance. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, parmi les outils qu'on développe d'un point de vue pédagogique, il y a par exemple, est-ce que je suis fait pour l'alternance ? Parce que vous avez des moments de votre vie où ça va être vraiment déclencheur, et des moments de votre vie où il vaut mieux pour vous revenir dans une forme classique d'enseignement. Et on sait qu'aujourd'hui qu'on peut alterner, c'est-à-dire qu'on peut faire de la méta-alternance, si j'ose dire, et faire un premier contrat pour un premier diplôme, et puis le diplôme d'après, choisir de le faire non plus en apprentissage, mais par la voie scolaire. Et même au lycée professionnel aujourd'hui, sur les 3 ans du lycée professionnel, on peut faire 1 an ou 2 ans en apprentissage, comme ça nous permet d'avancer et de piloter le moment où on va développer nos compétences. Et ça se discute avec les jeunes, mais plus ils sont jeunes, plus il faut discuter aussi avec les parents, il ne faut pas les oublier, parce que c'est aussi les parents qui parfois travaillent sur les questions d'orientation et qui pensent que c'est impossible et qu'il y a des freins, etc. Et évidemment, avec tous les accompagnateurs, notamment les profs, mais aussi avec les psychologues de l'éducation nationale, il faut regarder l'ensemble des acteurs, et il faut faire en sorte que le dialogue puisse se mener pour qu'un jeune puisse faire un choix, alors qu'on n'ait pas de rupture de contrat d'apprentissage après un premier choix. Quand il y a une rupture, ce n'est pas forcément une question de mauvais choix de secteur, ce n'est pas forcément une question de mauvais choix d'activité. Parfois, c'est parce que les conditions qui sont autour sont trop dures à ce moment-là pour le jeune. Et je ne parle pas, parce qu'on en a parlé beaucoup, de la façon dont on les accompagne. Donc il faut les accompagner en amont, pendant et après sur l'étape d'après. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Et pour compléter cela, je me tourne vers vous. Madame Élodie Salin, bonjour. Vous êtes secrétaire générale du CNOFDES, vous venez de nous rejoindre. On a parlé d'offres de services, on a parlé à la fois des besoins économiques, mais aussi des besoins, les aspirations finalement du public. Cette adéquation entre l'ensemble de ces facteurs au sein du CNOFDES, ce sont des questions que vous vous posez, non? Tout à fait. Alors déjà, peut-être en un mot, le CNOFDES, c'est le syndicat des organismes de formation. Et donc nous sommes à la fois employeurs, et susceptibles de recruter des jeunes en alternance, mais nous sommes aussi offreurs de services, de formation continue et aussi d'apprentissage. Alors moi, je souscris pleinement à ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a une tendance aujourd'hui à cette adéquation, à cette vision très adéquationniste,
d'un côté, il y a des jeunes en recherche d'un travail, et puis de l'autre, il y a des besoins d'emploi. Moi, je crois qu'il faut absolument dépasser cette vision que je trouve assez réductrice. Je crois que quand on se tourne vers l'apprentissage, en tout cas, ce qui motive le jeune, c'est surtout l'apprentissage d'un métier. Et donc, ce qui compte, c'est de pouvoir concilier cette demande économique et puis la demande sociale, et donc les réalités sociales de ces jeunes. Donc pour moi, ça passe, comme vous l'avez très clairement explicité, par une meilleure visibilité de ces métiers. On a un enjeu collectif qui a été rappelé à plusieurs reprises ici, de diversification des choix. Et puis, ça nécessite aussi de pouvoir s'adresser à tous les jeunes, donc y compris aux décrocheurs scolaires ou à des jeunes qui viseraient des premiers niveaux de qualification. Et du coup, sur cette stratégie, sur cette ambition, quels seraient les acteurs qui seraient le plus à même de porter finalement cela ? Alors, il a été question, au fur et à mesure de ces échanges, de l'écosystème et de la mobilisation de cet écosystème, effectivement complexe, varié. Moi, je crois que l'ensemble des acteurs doivent travailler ensemble à définir une feuille de route commune, et en même temps en clarifiant aussi le rôle, la responsabilité de chacun. Alors, les différents acteurs, et je ne vais pas tous les évoquer, mais je vais aller rapidement. Je crois qu'il y a d'un côté les branches professionnelles, c'est un sujet majeur ici. Donc les branches professionnelles ont à mon sens un enjeu autour de la visibilité sur les métiers, mais aussi sur l'étude des conditions de travail qui sont portées par les entreprises. Et puis enfin, vous l'avez dit, entrer dans l'apprentissage, c'est aussi avoir conscience que ce n'est pas la finalité absolue dans un parcours de vie, il peut y avoir des suites. Et donc les branches ont une responsabilité aussi sur les conditions de mobilité professionnelle au sein des entreprises. Après, il y a un second acteur qui est l'entreprise, qui elle, a un rôle à jouer sur les conditions d'accueil et sur l'accompagnement des personnes. Il y a bien sûr les organismes de formation et les CFA qui, je crois là, ont un enjeu fort d'adaptation des parcours proposés, justement pour pouvoir permettre à tout jeune de construire un parcours positif. Et puis, il y a les institutionnels et les financeurs qui ont un rôle majeur, je crois, pour proposer les conditions permettant aux opérateurs, aux CFA et aux organismes de formation, justement de proposer des parcours individualisés, adaptés et surtout, et vous l'avez dit madame, intégrant le nécessaire accompagnement des jeunes. Et du coup, vous avez utilisé un terme qui est écosystème. C'est que finalement, tous ces acteurs individuellement doivent réussir à travailler ensemble. Concrètement, comment ça peut s'organiser cet aspect collectif ? Je crois que c'est important de mettre à plat les difficultés existantes. Et puis, je le disais déjà, de vraiment bien identifier le rôle et la responsabilité de chacun. Parfois, je crois qu'il y a des raccourcis qui sont faits. Vous parliez de préjugés sur les métiers, mais je crois que aussi pour chacun de ces acteurs, il y a peut-être des choses à lever. Je crois qu'il y a deux enjeux essentiels. Alors c'est un gros résumé qui ne reflète pas la complexité de tout ce qui vient d'être abordé, mais en gros, il y a un enjeu fort commun sur le renforcement de l'attractivité et sur la fidélisation. Alors, des salariés de manière générale et de ces jeunes en particulier, puisqu'il en est question maintenant. Et donc, effectivement, ça doit passer, à mon sens, par une meilleure coopération, alors au national et au local, puisqu'il y a plusieurs échelles de décision. Et puis, au niveau des acteurs eux-mêmes, des offreurs eux-mêmes, CFA, organismes de formation, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui, puisqu'il est question de toucher autrement les jeunes, de proposer des modalités pédagogiques différentes, innovantes, je pense qu'on ne peut pas le faire, je crois qu'on doit le faire ensemble. Et je crois qu'il faut absolument renforcer la collaboration des acteurs eux-mêmes pour proposer et pour mieux s'adapter aux jeunes. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage, Madame Salin. Un dernier point peut-être de questions-réponses. Je regarde en direct. Je vois une question alors pour Aurélien Cadiou, s'il nous entend encore. Est-ce que l'ANAF a des conventions de partenariat avec les OPCO sur les sujets qui ont été soulevés ? Tout à fait. L'ANAF est en train de mener un travail pour conventionner avec l'ensemble des opérateurs de compétences et bien sûr tisser des liens forts. Et d'ailleurs, on a signé il y a très peu de temps notre premier partenariat avec l'OPCO Uniformation.
qui est d'ailleurs l'opérateur de compétences de l'ANAF d'autant plus. Et l'objectif, c'est bien sûr de continuer et de convaincre tous les opérateurs de compétences de signer un partenariat avec l'ANAF pour bien sûr travailler main dans la main pour l'accompagnement des futurs apprentis et des apprentis. Parfait, merci beaucoup. Je vois une autre question. Quel travail avec les acteurs de l'orientation sur leurs propres idées reçues sur leur métier? Intéressant. Finalement, est-ce que nous-mêmes avons-nous besoin de nous remettre devant nous? Comment pouvons-nous nous remettre en question sur nos propres idées reçues? Vu qu'on parle d'orientation, peut-être, Madame Alexandre Bailly? C'est une question, c'est une mise en abîme. Je pense que sur tous ces sujets-là, il faut être toujours dans la réflexivité et toujours au contact de nos usagers, aussi bien les jeunes que leurs accompagnateurs. Et donc, il faut tout le temps tester ce qu'on leur propose auprès d'eux. Et puis, je crois que il y a une question qui est extrêmement importante, qui est que on n'est pas tous d'accord sur les indicateurs d'impact et on n'a pas assez réfléchi là-dessus. C'est facile de dire il y a plus de contrats, c'est bien, mais est-ce que c'est mieux de contrats et quel impact ça a sur quoi? Et donc peut-être qu'une bonne façon de remuer un peu les idées reçues, c'est d'avoir une grande réflexion collective, tous ces acteurs de l'écosystème, sur finalement qu'est-ce qu'on recherche et à quoi on verra qu'on l'a atteint. Et en commençant par le demander aux acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire pour un apprenti, c'est quoi ces critères de succès? Puis c'est bien de le faire réfléchir à ça, parce que de toute façon, c'est important qu'il mesure aussi ce qu'il a appris vraiment et en quoi ça lui permet de progresser. Et donc, il faut toujours rester au plus près des jeunes pour voir exactement si ce que nous, on invente dans notre coin, ça a un impact sur eux ou pas. Et si ça n'en a pas, il faut trouver autre chose, il faut tester autre chose, il faut leur demander de participer. Et je pense que c'est important vraiment d'écouter l'ensemble des usagers. Par exemple, les familles, est-ce qu'on les aide vraiment ou est-ce qu'il manque des choses? Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Parfait, je pense que ça répond très bien à la question. Merci beaucoup. Ce live d'ouverture va toucher tout doucement à sa fin. Merci à vous tous. Merci aux participants en ligne pour vos questions, vos réactions. Merci à l'ensemble des intervenants et également à ceux qui n'ont pas pu intervenir. Nous avons 2 représentants des branches professionnelles. Nous pensons également à toutes les autres branches professionnelles de la cohésion sociale. Alors, c'est un live d'ouverture de la semaine de l'alternance qui va se poursuivre donc demain, après-demain et jeudi sur des ateliers nationaux. Un premier atelier demain de réflexion sur l'adéquation entre l'offre et le contenu des certifications, notamment par rapport aux besoins de recrutement dans les branches professionnelles. Un deuxième atelier mercredi sur les actions de promotion et de valorisation des métiers, on en parlait, alors piloté par les branches, piloté aussi par Uniformation, et là encore en adéquation avec les acteurs prescripteurs de l'emploi et les jeunes. Et puis un troisième atelier jeudi sur les évolutions souhaitables qu'il faudrait pour favoriser le développement de l'alternance. Ces ateliers nationaux sont aussi complétés par des activités et par des événements régionaux, près de 70 événements qui vont se dérouler à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Alors des événements à destination des employeurs adhérents d'Uniformation, en partenariat avec les prescripteurs de l'emploi, mais également des événements pour les alternants. Plusieurs job dating vont être organisés dans les jours à venir. Et puis des événements pour les centres de formation et les organismes de formation qui au quotidien forment les alternants de la cohésion sociale. Tous ces événements, vous les retrouvez sur le site internet d'Uniformation. Encore une fois, merci. Je vous souhaite une bonne journée.